son. C'est parti. C'est parti, donc pas de changement de part et d'autre pour l'instant. Et on repart, mais on change de côté. C'est assez courant en football. Puel pour Leroux. Et donc, contrairement aux apparences et au classement du championnat, deux équipes beaucoup plus proches l'une que l'autre. En tout cas, c'était le cas en première mi-temps. Et l'éternel cliché, c'est que l'éternel rengaine, c'est que pour lancer le match, eh bien, il faudrait un but. De n'importe quel côté d'ailleurs, mais il faudrait un but et puis après ça irait à tout va. Mais si ce but arrive dans les 10 dernières minutes, on s'ennuierait. Alors, plutôt il est marqué, mieux c'est, Georges. Hein. C'est vrai, encore que hier soir, si on se réfère au match de barrage, eh bien les Racing mènent de Paris, ils les ont marqués dans les toutes dernières secondes. Il y a eu ensuite des prolongations, là on en est encore loin, effectivement. Alors, beaucoup d'ambiance, les supporters lorrains qui hissent leur emblème, essayant d'encourager. Mais c'est Monaco qui repart avec Bruno Bellone. Regardez sa fin de parcours extraordinaire, Bruno Bellone. Ah là, c'était bien cadré, mais directement sur Hector. Et ça repart avec Rohr. Cette deuxième mi-temps qui nous paraît bien lancée. Bruno Bellone qui termine vraiment cette saison au triple galop. Brasigliano, Pécou, Brasigliano pour Jean-Paul Bernade. Toujours très fin dans ses passes sonores. Le défenseur qui a été attaquant, je vous l'ai dit autrefois, alors il n'a aucune peine à monter. Et là, c'est notre camarade Amoros qui est intervenu sur un messin. Alors que l'on revoit donc la folle course de Bruno Bellone qui avait échappé un premier tacle et malgré Zapia qui le bouscule un petit peu, il réussit à placer un bon tir du pied gauche et Thor, car le ballon tout de même doit être légèrement glissant, même s'il ne pleut plus, la pelouse l'est, donc le ballon doit l'être, a préféré assurer en dégageant. Et comme Bruno Bellone allait tellement vite, ses coéquipiers n'ont pas pu suivre, il n'y avait pas de monégasque à la réception. C'était un petit peu à l'image de cette première mi-temps, c'est-à-dire que les joueurs de Monaco n'appuient pas. Krause et Bellone sont beaucoup trop seuls et ils doivent tenter leur chance tout seuls. Il n'y a personne après à la réception de leur centre, voire de leur tir. Puel pour Bravo, qui est parti un peu tard. Il s'était écarté. Il est contré. Il fallait s'y attendre par Zapia. Baraja. Et donc, comme en début de match, pratiquement, c'est parti relativement vite. Espérons qu'on gardera le même rythme, ce qui n'a pas été le cas de la première mi-temps ou dans le dernier quart d'heure. Finalement, on s'est plutôt ennuyé. Brasigliano. Enfin, ennuyé. On ne s'ennuie jamais dans une finale de Coupe de France, mais on avait été tellement appâté par ce qui s'était passé dans la première demi-heure qu'évidemment, on se disait que ça allait durer. De la Montagne, Amoros. Ah, il a du champ, Amoros. Et vous voyez comme cette fois, il va frapper. Eh oui. Et il n'est jamais bien en bonne position. Je vous disais, vous voyez comme Kurbos est revenu très rapidement pour lui boucher le côté droit au cas où il allait repiquer par le centre, ce qui s'est d'ailleurs produit. Et grâce à ce bel effort de Kurbos, eh bien, Amoros a complètement raté son tir et n'était pas dans les meilleures dispositions pour tenter sa chance. Brasigliano. Toujours ses balles en profondeur, cette fois pour Eric Pécou, qui en a manqué le contrôle. Leroux préfère donner à Puel. De la Montagne, un habitué de cette pelouse du Parc des Princes, puisqu'il a opéré pendant quelques mois au Paris Saint-Germain. Bijota pour Crozet, mais l'inspecteur est sur les talons de Crozet, qui a réussi à s'en défaire. Il y avait Bravo à droite, mais Bravo, peut-être Didier souffre d'une cheville assez récalcitrante. Lui aussi a tenu à participer à la finale, mais si peut-être il ne nous démontre pas ce soir les exploits dont il est capable et dont il a été capable tout au long du championnat, c'est peut-être à cause de sa cheville. En tous les cas, Monaco toujours avec De la Montagne, Bijota, tout cela dans l'axe central, une petite pichenette comme on dit pour Gengini. Bruno Bellone, qui là encore a voulu frapper plus vite que son ombre. Alors ça réussit ou ça manque. Ça a failli profiter en tout cas à Gengini, qui était sur la trajectoire du ballon et qui, sans trop le faire exprès, enfin il a été surpris, a failli le contrôler. Rohr, qui n'est aussi pas au mieux physiquement parlant, pour des raisons bien compréhensibles, car physiquement justement c'est l'un de ses points forts. Bellone, lui, physiquement ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Attention, non, c'est un corner. Ah ben il me semble que le ballon est sorti. Ah, eh ben, il est sorti quand même de 50 bons centimètres, mais je crois que le juge de touche a été masqué par le plongeon des torses, puisqu'il n'a pas levé son drapeau et que Michel Vautreau, lui, n'a pas trop insisté non plus.
Oui, je vous disais, Rohr blessé, Daniel Bravo blessé, bien ça équilibre. Mais c'est dommage, surtout pour les joueurs concernés. Et Rohr qui se tient toujours de sa jambe droite. Et ça doit être vraiment difficile à supporter, et physiquement et moralement, lorsqu'on se sent diminué comme ça, qu'on sait qu'on serait capable de faire beaucoup mieux, mais que malheureusement, eh bien, on ne le peut pas, c'est plus fort que vous. Eh bien, c'est l'une des choses les plus dures qui soit pour un footballeur. Bellone, attention, non. Rohr s'est encore blessé sur cette action. En plus, ça n'arrange rien, mais je crois qu'il se plaint. Je me demande si Jean-Philippe Rohr va pouvoir tenir sa place pendant tout le temps réglementaire, voire les prolongations, si prolongations il y a. Pour l'instant, le match est très correct. Bon, c'est sûr qu'il y a parfois des tacles qui sont à la limite, mais dans l'ensemble, bon, M. Vautreau tient bien les joueurs et il est aidé en la circonstance par ses joueurs précisément. Il évolue généralement dans un bon esprit et qui chaque fois, bon, lorsqu'ils sont portés par leur élan, qui commettent effectivement une faute, eh bien, viennent s'excuser auprès de leur adversaire. Et c'est une bonne chose. Et pour vous, et en particulier pour ce pauvre football qui n'est pas à la noce ces dernières années. La touche est Vessine. Baraja a voulu donner à Pécou. Intervention de Leroux. Bijota. Ballon récupéré par Gengini. Vous voyez qu'il se tient très en retrait. Alors que l'on contre-attaque maintenant par Manuel Amoros. Dans son dos, Bellone. Bellone qui a été le monégasque le plus dangereux jusqu'ici. Mais cette fois, il a passé sonore. Et il y a sur sa route Zapia. Et côté gauche, eh bien, les rouges et blancs monégasques vont bénéficier d'un coup franc. Alors, ils sont à nouveau là, les jeunes azuréens. Le 3 Amoros et son compère de l'équipe de France, Bruno Bellone. Pied gauche, bien sûr. Non, pour la tête de l'Euro, c'est pas possible. C'est pour Pécou, qui n'a pas beaucoup de possibilités. Puel a repoussé de la poitrine. Leroux, Pécou, tous les deux au sol. Monsieur Vautreau à court à grandes enjambées. Voilà, ça devient un petit peu plus heurté, toujours régulier. Il faut dire que là, peut-être pas vraiment. Je crois que le tacle était volontaire de Pécou, un petit peu pour faire mal, dans la mesure où il en avait un petit peu assez de Leroux. Il avait déjà eu des accrochages en première mi-temps. Et c'est vrai que Leroux, il pèse sur vous. Et qu'à un moment, vous finissez par craquer. Mais il ne faut pas, car en général, eh bien, Leroux joue régulièrement. Puel. Attention à la défense de Metz. Non, on ne remonte pas pour jouer le hors-jeu. Bravo. Qui a glissé au moment de centrer. Berger, de la Montagne, Bijota, il faudra un peu changer de côté si c'est possible. De la Montagne, ah non, on revient toujours du côté droit alors que c'était du côté gauche qu'il fallait passer. Et il tente sa chance quand même, l'attaquant messin jusqu'au bout. On ne sait jamais. En tous les cas, depuis la reprise, on peut dire maintenant que les Messins subissent un peu plus le jeu, que les Monégasques opèrent un peu plus regroupés. C'est le cas ici entre Amoros, de la Montagne qui donne de l'autre côté là-bas à son défenseur Puel, de la Montagne. Voilà, on bouge beaucoup côté monégasque, il y a des possibilités. Là, on s'était regroupé face à Bernard Gengini. Et c'est un corner dont va bénéficier l'AS Monaco, alors que l'on joue depuis 9 minutes en cette deuxième mi-temps. Toujours 0-0 dans cette 67e finale de la Coupe de France. 0-0 entre Monaco en rouge et blanc, là-bas au corner, avec de la Montagne contre le Football Club de Metz. De la Montagne pour la tête de Bravo, qui avait bien vu le coup au premier poteau, mais il y avait Zapia et Colombo qui étaient là. Et Bravo n'a pas pu ajuster sa tête comme il l'aurait souhaité. Dégagement très calmement de Michel Etor. Cela nous montre que les Messins ne sont pas très pressés en la circonstance. Non, ils essaient un petit peu de geler le ballon là et de donner encore des doutes aux Monégasques, qui sont partis relativement forts dans cette deuxième mi-temps. Gengini, attention, c'est bien son beau pied, il va tenter sa chance. Oui, il va frapper. Non, décidément, il y a quelque chose qui ne va pas du côté des tirs de Monaco, que ce soit Leroux, Gengini, à 1 degré moins de Bellone, car lui, le plus souvent, ça n'allait pas très loin des cages d'Etor. Il y a un petit problème.
Problème de confiance peut-être aussi. On fait toujours cela à la va-vite et lorsque vous tentez un tir et que vous n'êtes pas dans la tête à 100% de vos moyens, vous tirez un petit peu comme ça parce que ça vous arrange bien finalement, et bien généralement c'est l'échec au bout du tir. Bernad. Oui, ça paraissait inéluctable là puisqu'il y avait 3 joueurs de Monaco aux prises avec le capitaine de Metz, Simon, Bijota, Bravo. De la Montagne, il faut ouvrir à gauche avec Amoros, voilà qui est fait. Amoros, là il peut s'engouffrer. Ça va être difficile maintenant. Oui, donne à De la Montagne, attention, il y a finalement Gingini encore sur son bon pied. Et vous voyez, cette fois il n'a pas tenté sa chance. Là aussi c'est dans la tête que ça se passe. Bellone, comme Six peut-être, il feinte le départ à droite et finalement déborde. Mais Sonor me paraît un joueur très vif, très athlétique. Et qui, comme Six d'ailleurs en première mi-temps, va poser sans doute beaucoup de problèmes à Bellone, qui pour l'instant bénéficie d'un corner. Et malgré ces attaques incessantes, eh bien, peu de possibilités côté monégasque. La défense messine est sereine. Attention, c'est parti avec maintenant cette tête monégasque. Mais là encore, que ce soit de la tête ou du pied, eh bien, le gros hic dans cette finale pour l'instant, c'est que c'est très très mal cadré. Et même là, c'est bizarre puisqu'il y avait, sur un coup de pied arrêté quand même comme un corner, 3 joueurs de Monaco uniquement dans la surface de réparation pour 6 joueurs messins. Ça fait pas beaucoup et je ne vois pas par exemple pourquoi 2 ou 3 joueurs de la principauté ne sont pas montés devant les buts des torts. Bizarre. Peut-être qu'on préfère laisser aussi le chemin libre à l'Euro. Ça facilite les choses. Il y a quelque chose qui nous échappe un petit peu. Oh, c'est pas la première fois. Simon, Bernad, Insberger, Insberger, pardon. On l'appelle Insberger et il paraît que ça ne lui plaît pas beaucoup. Il dit qu'il est français, qu'il s'appelle Insberger. De la même façon qu'on dit Metz et les Messins, et non pas Metz et médecins, comme nous l'a fait remarquer un supporter messin cette semaine. Et ben voilà qui est dit. Eh oui, il faut faire attention à ces petites choses. Ça ne doit pas faire plaisir à la famille. Au départ donc hors-jeu de Bernad et Monaco qui a un petit rythme remonte le terrain. Toujours 0-0 et il y a de fortes chances que maintenant effectivement l'équipe qui marque le but prenne disons pratiquement le match à son compte. C'est la raison pour laquelle on ne prend pas le moindre risque de part et d'autre et on préfère assurer en défense. Après on verra, ça va se jouer sur pas grand chose. En tout cas, c'est dommage pour le spectacle. Et les téléspectateurs. Touche pour Monaco. Puel. Simon. De la Montagne et Gingini qui vient chercher le ballon de plus en plus loin. C'est vrai qu'ils sont marqués de près aux abords de la surface de Michel Etor. Un marquage superbe de la part des défenseurs lorrains. De la Montagne. Gingini, et non, chaque fois les taux se resserrent. Lorsque l'on joue trop petit comme cela, il faudrait sans doute aérer sur les ailes, mais il n'y a qu'un ailier à Monaco, c'est celui-ci, ici en action, le numéro 11, Bruno Bellone. Évidemment, on ne peut pas toujours le solliciter, surtout que côté messin, évidemment. On connaît Monaco et on a mis les bouchées doubles sur Bellone, qui a toujours un joueur, voire 2 sur le dos. Insberger, toujours Insberger, lui aussi il en a 2. En basket, on aurait sifflé un passage en force, mais en football, on accorde un coup franc en faveur du joueur en possession du ballon. Voilà une équipe monégasque qui se cherche toujours et ça peut être peut-être important pour le moral de cette équipe messine qui peut bénéficier peut-être d'un regain de confiance. 0-0 l'arrange. Metz n'était pas favori. Alors Pécou, il y a là Insberger, il y a là Kurbos près du point de pénalty. On frappe au deuxième poteau où se trouve Baraja et où Puel va pouvoir contrôler calmement et donner à Jean-Luc Ettori. Certes, cette équipe rouge et blanche de Monaco fait l'essentiel du jeu en cette deuxième mi-temps, mais sans se montrer du tout dangereuse pour sa rivale. Et cela pourrait permettre peut-être aux Messins de se mettre davantage sur les rails et de prendre dans les 20 dernières minutes un peu plus de risques qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. On attaque toujours dans l'axe central par Bijota, Bellone
qui a sur le dos Sonor qui ne le quitte plus. Bijota, cette fois c'est Zapia, le libéro. C'est un Argentin qui parle très bien notre langue puisqu'il a joué à Nancy, qui donne à Brasigliano, mais Bellone est toujours là. Quel souffle en cette fin de saison, bravo, qui a été un peu jusqu'à présent, vous l'avez dit, la déception. C'est reparti avec Rohr et par Jean-Paul Bernard, le capitaine, qui veut montrer l'exemple, qui veut peut-être insuffler une sorte de souffle nouveau à cette équipe de Metz qui n'a pas fait grand-chose depuis le début, il faut bien le dire également, qui a été dominée par sa rivale. Alors maintenant c'est au tour d'Insberger. Eric Pécou, toujours très précis dans ses passes. Dégagement de Bijota et un peu plus d'atmosphère. L'ambiance est en hausse. Côté supporter lorrain, eh bien on s'agite un peu plus. Elle est un peu synchrone avec cette équipe qui attaque maintenant par Sonor. Et Ettori. Beau geste de Sonor, mais il avait bien sûr poussé beaucoup trop loin son ballon. Et Gengini n'a eu aucune difficulté à donner en retrait à son gardien. Amoros. Bijota. De la Montagne. À regarder Bellone. Mais il y avait l'inévitable Sonor sur ses talons. Bijota. Pécou qui essaye d'harceler les Monégasques. Leroux, pas beaucoup de possibilités. Regardez ici. Ah là là! Colombo a manqué le ballon, il est pour Crozet. Mais hors jeu. Ou sans doute peut-être un geste irrégulier de la part du Monégasque, ce qui permet à Metz de se dégager maintenant par Kurbos, par Brasigliano. Brasigliano attaqué par Daniel Bravo. Alors on donne en arrière pour mieux repartir de l'autre côté. Non, on préfère gagner quelques secondes et donner à Michel Ettoré. Jean-Philippe Rohr. Rohr qui va être attaqué par De la Montagne. Brasigliano, Baraja. Bravo. De la Montagne. Gengini est à ses côtés. Il renverse là. C'est bien joué pour Manuel Amoros. Quel beau contrôle en pleine course. Mais Bellone a perdu le ballon. Et Zapia réalise un match superbe à son poste de libéro. Attention au contre Messin. Ah, quel dommage. Inge s'il avait pu contrôler ce ballon dans de bonnes conditions, il avait après 30 mètres sans un défenseur de Monaco. Et le défenseur en question aurait été sans doute Yvon Leroux. Et s'il le passait, eh bien, il se présentait seul devant l'ultime défenseur, c'est-à-dire Jean-Luc Ettori. Amoros. Toujours Amoros, avec lui on ne sait jamais. Il peut revenir vers le centre ou centrer. Eh bien, il ne fait ni l'un ni l'autre. Il centre directement Bellone pour Amoros. C'est de plus en plus délicat maintenant, oui. Zapia pour Pécou en attaque. Il y a toujours Kurbos et Inge. Il y a Bernat qui fait un bel appel de balle et qui est maintenant en possession du ballon. On joue un petit peu. Oui, très bien. Inge. Bernat a demandé le ballon dans le trou. Quel dommage. Inge l'a un petit peu trop porté ce ballon et Leroux est sorti tel un diable de sa boîte. Et au prix d'un bon tacle, eh bien, il a pu éviter le danger. Bellone, le match est beaucoup plus animé maintenant. Georges. Et oui, ici entre Bellone et Zapia, c'est vrai, Didier est beaucoup plus animé. Il faut dire que les Messins se montrent un peu plus pressants et cela oblige par la même conséquence, disons, les Monégasques à accélérer et à ne pas se laisser surprendre. Je vous l'ai dit, plus on en restera sur ce 0-0, et bien plus les Lorrains vont prendre confiance en leurs moyens, car en championnat ils l'ont prouvé, il y avait 2 classes de différence entre ces équipes. Pour l'instant, il y a un Monégasque sur la touche qui est Bruno Bellone, mais le coup franc est frappé par De la Montagne. Il va être pour le grand Michel Ettor en 2 temps. Alors que Bellone est sur la touche. Oui, il souffre visiblement de crampes. En tout cas, il est touché oui, au mollet ou alors tout simplement une crampe, si j'en crois le geste du soigneur de Monaco. Donc les Monégasques sont à 10 alors que Rohr lui il boite de plus en plus et qu'il va y avoir un changement côté Messin. Centre de Baraja. De la Montagne pour Puel, alors qu'il y a un bout de temps que Gengini, le numéro 13e homme de Metz, s'échauffe. Mais Kasper Zak préfère attendre le plus longtemps possible.
car il a déjà effectué un changement, vous le savez. Gingini et Amoros qui n'est pas monté sur la gauche, il n'y a personne puisque Bellone est sorti du terrain. C'est Bijota qui s'y est légèrement engagé maintenant. Bravo de la Montagne. Bijota, il va falloir changer sur Puel, voilà directement qu'on n'en parle plus. Puel pouvait combiner sur la droite, tente sa chance maintenant à son tour, mais le pied gauche n'est pas vraiment sa spécialité. Et alors que Bruno Bellone manifestement souffre de crampes, voilà, quelques massages au mollet puisqu'on n'a pas pensé à le remplacer, eh bien l'un des tout premiers tirs de la partie est cadré sur le gardien. Et là c'était Hinsberger qui a été pris en tenaille entre deux monégasques, entre l'Argentin Simon et entre Bernard Gengini qui s'était replié prestement, alors que on change du côté messin. C'est Congini, un garçon qui évoluait en 3e division il y a quelques mois, qui fait son entrée et qui remplace bien sûr Jean-Philippe Rohr. Eh bien, je crois qu'on peut lui tirer un coup de chapeau. Hein. On croyait qu'il allait sortir au bout de 10 minutes. Il a tenu bien plus. Bravo, Jean-Philippe Rohr, pour ce bel exemple de courage, un peu à l'image de cette belle région de Lorraine, alors que dans le même temps, eh bien, Bruno Bellone, lui, revient. Et c'est vrai qu'il manque de compétition. Vous savez qu'il n'a pas disputé le dernier match de championnat contre Nantes et la demi-finale retour contre Toulon, car il avait été blessé à Toulouse. Et la compétition, même l'entraînement ou les matchs amicaux, ça ne remplace pas la compétition. Et comme il s'est beaucoup dépensé, Bruno Bellone, ses crampes, c'était prévisible. Attention, coup franc de Bernad. Et faute absolument d'un joueur de Metz. En l'occurrence, Brasigliano. Alors que côté Monaco, eh bien, Recordier, le 12e homme, s'échauffe. On va sans doute procéder d'ici quelques instants à un remplacement, peut-être celui de Bruno Bellone ou l'un de ses autres camarades. Pour l'instant, dégagement d'Ettori alors qu'on joue en cette deuxième mi-temps depuis 22 minutes. On voit un peu plus les Messins, même s'ils avortent. En l'occurrence, on voit un peu plus les maillots grenades dans le camp monégasque et ils se battent à l'image d'Hinsberger qui s'est fait bobo, c'est le cas de le dire, aux gencives. Gengini. Bijota, alors que Bellone à son pied gauche, il est seul. Oh, excellent réflexe de Michel Ettoré. Enfin, on ose tenter quelque chose. Et là, c'était bien ouvert sur Bellone de la part de Gengini. Surtout la déviation au passage sans contrôle d'un joueur de Monaco que l'on va peut-être revoir en entier. Évidemment, vous allez voir, c'est Bijota. Et ça, c'est superbe. C'est-à-dire qu'avant d'avoir le ballon, il connaissait déjà la position de Bellone qui était dans son dos. Attention, oh là là, au corner qui a été rapidement joué. Et Krause a eu encore une très nette occasion. Donc, en l'espace de quelques secondes, Monaco a été bien prêt à 2 reprises d'ouvrir la marque. Et chapeau en tout cas à Michel Ettor, alors qu'ici on s'énerve un petit peu. Et Monsieur Vautreau remet tout le monde d'accord en donnant le ballon à Monaco. Très belle parade en tout cas et réflexe étonnant d'Ettor à la suite du tir de Bellone. Centre d'Amoros, Bernat qui dégage de la Montagne, contré par Pécou et Kurbos comme toujours. Ce sont des positions qu'affectionnent les Lorrains, notre dominé. Et après d'avoir beaucoup de champ, attention, il a passé Simon, enfin façon de parler. Bernat tout de suite sur la gauche, oui pour Hinsberger, il faut maintenant tenter sa chance. Ah, au deuxième poteau, il y avait également Kurbos à partir d'un bon sentiment, mais Leroux était là, tout comme Simon qui a pu dégager. Ce n'est peut-être pas terminé ici, ça l'est. Et maintenant, on va illico presto de l'autre côté du terrain. Et là aussi, ça peut se présenter bien pour Monaco dans la mesure où beaucoup de joueurs de Metz s'étaient engagés dans l'action précédente. Ah non. Krause, décidément... Gingini et de la Montagne ne sont pas entendus sur cette action. Ah là, on a passé indiscutablement la vitesse supérieure avec Hinsberger. Derrière lui, Kurbos, centre. Ballon pour Pécou. Il faudrait que Brasigliano appuie. Maintenant, vienne l'aider. Il va s'engager sur le côté gauche. Brasigliano, Pécou fixe et donne maintenant à Brasigliano. C'est parfait. Attention au centre. Et non, Hinsberger était trop loin au deuxième poteau. Kurbos au point de pénalty. Très bien fait de la part des Messins et cette fois sur les Monégasques qui ont été pris de vitesse considérablement à la suite de cette belle phase entre Pécou et Brasigliano. Ça y est, le match est lancé. Même sans oui, et le ton monte dans ce parc, un peu à la mesure de cette partie qui est enfin débridée. Jean-Paul Bernad, contrôle d'Hinsberger et tir de Congini. Mais là également, comme tout à l'heure et comme les Monégasques, bien au-dessus. Mais c'est un jeune joueur qui s'est tenté sa chance dans n'importe quelle occasion. Et bien là, comme il ne reste plus finalement que 20 minutes de jeu, et bien Congini, le 13e homme,
a tenté sa chance. Alors espérons qu'en ce qui concerne ces 20 dernières minutes, eh bien, nous allons poursuivre sur ce même rythme alors que le parc s'agite. Allez Metz en tenton, que tout le monde se presse, les Messins, et y compris Ettori, alors c'est très bien. Ah oui, maintenant ça s'agite également dans les tribunes, comme sur le terrain, et vous voyez entre Amoros et Ettori qui prend tout son temps. On dirait même que Monaco mène à la marque. Là aussi, c'est un signe, on sent que le vent pourrait tourner après les deux actions messines, et on préfère laisser passer l'orage en se disant qu'après l'orage, il y a très souvent le beau temps, peut-être comme ici avec Bravo. Bellone, de la Montagne, à droite il y a Puel, mais de la Montagne lui a le regard fixé sur la gauche avec Amoros, Bijota pour Amoros qui glisse et qui est donc piégé. Sonor, Bernat qui a réalisé en tout cas quand il arrive maintenant une très belle finale, qui a été taclé par derrière par de la Montagne, mais ce n'est pas du tout méchant, surtout lorsque l'on connaît le fair play d'un joueur comme de la Montagne, que vous connaissez d'ailleurs très bien. Et c'est sûr, et malgré ce match qui devient musclé, eh bien vous le savez, la Coupe de France, c'est toujours la fête du football français. Et tout cela se joue dans le meilleur esprit, malgré des contacts rugueux. Mais c'est un peu normal, chaque joueur professionnel, entendant marquer sur sa carte de visite vainqueur de la Coupe de France. Alors on essaye maintenant du côté messin par Kurbos, mais il y a là Amoros. Et Metz va pouvoir se rapprocher à la faveur d'une touche. Vincent Brasigliano est là, mais c'est Luc Sonor, natif de Basse-Terre, mais qui vient de Sedan, qui a effectué la mise en jeu. Toujours Sonor aux prises avec Gengini. Et on en reste là. Sonor a devant lui Brasigliano, qui est serré de près par Amoros. Voilà, on ne se fait pas de cadeau, on ne se lasse pas d'une semelle. Et M. Vautreau intervient. Et c'est un ballon favorable au Messin. Et Brasigliano est malin car il s'est tombé volontairement, c'est évident, quand il a vu qu'il avait poussé le ballon beaucoup trop loin. Et il a piégé Michel Vautreau. Les drapeaux de Metz, Bordeaux et blanc avec la croix de Lorraine qui s'agite. C'est peut-être maintenant que tout va se passer à la suite de ce centre de Bernad. Non, c'est pas terminé. Reprise d'Isberger au-dessus. Dangereux tout de même, il a eu le temps de se retourner face au but à 20 mètres sur son bon pied, ça pouvait faire mouche. Isberger qui a été l'homme fétiche, je vous l'ai dit, de l'équipe messine. C'est grâce à cet ancien instituteur que Metz, pour la première fois depuis 46 ans, se retrouve ce soir dans cette finale de la Coupe de France, la 67e du nom. Toujours 0-0, mais deux équipes maintenant de plus en plus appliquées et qui tentent de plus en plus souvent leur chance, voulant bien sûr éviter l'éventuelle prolongation et la douloureuse épreuve des pénaltys. Mais nous n'en sommes pas là, alors que Amoros cherche un partenaire très longuement. De la Montagne. Vous voyez, il y a là 3 maillots grenats en face de la Montagne. On ne tient pas à voir les maillots rouges et blancs avancés. Alors on les contre dès la ligne médiane, comme ici Isberger, arrêté par Bijota. C'est Zapia qui donne à Bernad. Tous les ballons arrêtés partent de Jean-Paul Bernad, un ancien Lyonnais qui a joué la finale avec Lyon, qui l'a perdu. Il est passé ensuite à Besançon. Il se retrouve ici de façon imprévue avec ses Messins en finale. Metz avec Baraja. Les rouges et blancs sont là également. Brasigliano, Pécou a dévié au passage de la tête. Attention à ce compte qui aurait pu être favorable aux Messins et à Kurbos. Ettori, Amoros, qui lui maintenant reste souvent dans son arrière-garde car les Messins attaquent le plus souvent. Bravo. Il va ouvrir sans doute sur Puel, voilà. Bijota qui se retrouve souvent dans l'axe, contré par Bernad, Puel, de la Montagne. Le grand Yvon Leroux qui va s'enfermer là-bas avec 3 Messins. Bernad, le ballon est toujours lorrain, mais il sera monégasque. De la Montagne. Ah, ça bouge très peu sur le front de l'attaque et c'est bien dommage. On a peu de possibilités là. Attention. Et maintenant c'est Baraja qui dégage. Lorsqu'un rouge et blanc, un monégasque se trouve dans l'axe central, eh bien il y a peu de joueurs qui essayent de s'échapper, de se démarquer. Et on a vraiment très peu de possibilités. Reste le seul Bellone, mais qui est très marqué par Sonor.
C'est l'inspecteur Colombo de la tête pour Bravo, qu'on voit beaucoup avec le ballon. Dégagement de Colombo toujours, de la montagne, épaule contre épaule. On s'est même occupé par le bras, un bon ballon de Bijota. Mais Sonor a le dernier mot. Et Metz va pouvoir se dégager. 30 minutes de jeu en cette deuxième mi-temps. On entame le dernier quart d'heure. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Il y en aura peut-être 2 autres. On verra bien. Ettore qui fait comme Ettori tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il laisse souffler un petit peu ses coéquipiers qui ont été très sollicités dans les 5 dernières minutes par des attaques de Monaco. Et qui relance tranquillement. Inchberger. Bernad, c'est bien fait pour Pécou. Il y a Kurbos au centre. Il faut changer complètement. Oui, Kurbos de la tête. Quel dommage. Surtout que de l'autre côté, il y avait Inchberger au deuxième poteau tout seul. Bernad un peu plus loin. Et je me demande même si Kurbos n'aurait pas pu contrôler ce ballon dans la mesure où il n'était pas marqué de très très près. Peut-être qu'on va le revoir au ralenti. J'ai l'impression que le premier défenseur de Monaco était à environ 1 mètre de lui. Regardez, Georges. Vous voyez? C'est sûr. Il est loin, il peut contrôler de la poitrine tranquillement. Très mauvais placement de la défense monégasque là sur cette action. En tous les cas, Kurbos a préféré jouer la surprise et cela lui a bien réussi cet an dernier. Et ce joueur, je vous l'ai dit, qui avait marqué 6 buts, sorte d'exploit qu'on réussit tous les 10 ans. Tony Kurbos, yougoslave, naturalisé allemand. Et c'est pas fini. Avant de jouer à Metz, il jouait à Tongres, un club de Belgique. Il a eu des bons ballons pour l'équipe messine dans cette finale. Pour l'instant, c'est Bravo. En face de lui, Kangini. Puel est à droite. Claude Puel va pouvoir centrer. Eh bien, c'est presque la même chose. C'est un corner que ne tire pas Puel, mais le spécialiste en la matière, Patrick de la Montagne. Et le classique, c'est-à-dire Yvon Leroux. En pole position. Non, il sera battu sur cette action. Baraja, Pécou n'a plus dégagé. Gingini, bravo tout de suite pour Gingini. Ouh là là, qui est un peu agressé par Zapia. L'arbitre laisse jouer. Bellone, non. Qui aurait pu encore se faire mal là sur cette action, car il avait bien mis la semelle Sonor. Et Bellone, que l'on ne voit plus guère, comme il souffre de crampes, évidemment. Il va peut-être falloir procéder à un changement, mais ça serait dommage pour Monaco dans la mesure où les remplaçants jouaient milieu de terrain ou défenseurs, Cordier et Nino, et déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants côté monégasque, ce serait dommage également pour le spectacle que Bellone laisse sa place. Bon centre de Leroux. C'est Bravo qui a tenté un petit quelque chose. C'était pas facile. Et depuis un bon quart d'heure, je crois qu'on assiste à une rencontre passionnante, Georges. C'est sûr, mais peut-être que les monégasques semblent souffrir un peu en ce qui concerne le jeu d'accélération, car pour l'instant, disons que la défense lorraine s'est montrée complètement sereine. Il y a tout juste tout à l'heure, alors que Bellone avait été contré, une très belle talonnade de Crozet. C'est par ce genre de choses qu'on arrive à tromper les défenseurs. Et les monégasques accélèrent difficilement, alors que côté messin, on y va à grandes enjambées. C'est moins technique, mais c'est peut-être plus percutant. Il faut dire que la défense de Monaco arrange bien les attaquants de Metz dans la mesure où ce sont des attaquants très rapides qui aiment jouer le contre, et la rapidité ce n'est pas vraiment le point fort de la défense de Monaco. Puel, Leroux et Simon ne sont pas vraiment des sprinteurs. Il n'y a qu'Amoros vraiment qui puisse lutter d'égal à égal avec des joueurs aussi rapides que le sont Isberger ou Kurbos. Nous verrons bien. Pour l'instant c'est Puel de la Montagne au centre. Il peut combiner avec Gingini, on dirait. Non, il préfère retourner sur la droite. Et non, Bravo rate son contrôle et ça repart pour un sprint, pour un 100 mètres. Kurbos, attention, on va pas se mettre en position de hors-jeu. Non, il ne l'est pas du tout. Kurbos, il peut aller au bout. Préfère donner à Isberger. Isberger, il a passé à Moros. Il aura du mal à passer Bijota. Là, oui, après le premier effort, déjà, il était légèrement déséquilibré. C'était prévisible. Amoros, belle santé. Lui, il n'est jamais fatigué. Krause, non. Pas assez rapide pour inquiéter Zapia et Colombo. Il a une touche. Toujours ça de prix à l'ennemi. Alors, vais-je la faire ou pas? Oui, c'est moi, Uwe Krause, ancien buteur de Laval, mais qui a été moins percutant dans cette équipe monégasque qui est très technique. Amoros, Bijota qui est tombé sur Zapia. Et faute
du défenseur lorrain sur la personne de Bijota, juste en face de la cage de Michel Hétor, un garçon qui a plu énormément au président de la République et qui a justifié tout bien que le président en avait dit en détournant tout à l'heure un ballon de Bellone qui a été le ballon le plus chaud de ce match. Pour l'instant, c'est... Attention à Maurice Picomboni avec Gingini, il préfère tirer directement car Gingini était tout seul sur le côté gauche. Le voici maintenant. Gingini est là, toujours deux joueurs face à lui. Défense très solidaire, équipe très solidaire, celle de Metz, très collective également. Et on évite une extrémiste le corner. Défense d'autant plus solidaire que les Monégasques permutent assez peu. Ils se déplacent très peu rapidement sur le front de l'attaque lorsqu'un partenaire arrive à l'approche de la surface de réparation. Il y a vraiment très peu de solutions pour le porteur de ballon. Le porteur qui s'appelle pour l'instant Sonor Bernade, qui est un peu le chef d'orchestre de cette équipe, qui donne toujours le maximum de ballons. Ici c'était à Brasigliano. Là c'est pour Sonor, attaqué par Bellone, attaqué maintenant par Crozet. Simon n'a pas de mal à prendre le dessus sur Insberger. Ettori de l'autre côté. Pour Bijota. On a entamé maintenant les 10 dernières minutes. Bravo a voulu faire quelque chose de très technique, mais il n'est pas Daniel dans sa meilleure assiette ce soir. Il tente des choses, mais il se fait surprendre. Et finalement, le ballon est toujours monégasque. Il est pour Simon, il est pour Bellone qui est toujours là. Alors que le côté opposé, Recordier, s'échauffe toujours. Mais pas de changement en perspective. Dans la perspective peut-être précisément d'une prolongation. Et là, un coup de pied arrêté en faveur de l'équipe de Monaco, qui en aura eu beaucoup, mais qui n'a rien réussi à faire de très bon sur ses coups francs. Coup franc avec Dominique Bijota. Toujours on cherche la tête de Leroux. C'était lui ici qui était aux prises avec Zapia. Amoros, en retrait de lui de la montagne. Il l'a vu, mais il préfère centrer en tout cas. Pour Krause. Attention, oulala, une tête de Leroux. Il est passé quelque chose de bizarre qui mériterait un ralenti, mais M. Vautreau a sifflé une déviation de la tête de Leroux curieuse qui a donné un poteau. Oui, mais enfin, on aimerait quand même voir le ralenti parce que c'est une action intéressante et nous sommes encore dans le camp messin. Le voici, ce ralenti. Pour l'instant, dans le jeu, il ne se passe pas grand-chose. On peut le voir tranquillement puisque nous sommes au milieu de terrain avec Amoros et Bijota. Vous voyez, c'est bizarre. Il y a le poteau et finalement un but de Krause, mais l'arbitre avait sifflé. Je dis c'est bizarre parce que je ne vois pas en quoi Leroux avait commis une faute sur cette action. En tout cas, de toute manière, M. Vautreau était très bien placé. Il est plus compétent que nous en la matière, alors on ne va pas discuter. Deuxième poteau, bravo Bellone qui n'a pas réussi, il manque de joues lui maintenant. Et physiquement, lui aussi a du mal à terminer cette rencontre. C'est sans doute la raison pour laquelle il n'a pas eu le coup de rein nécessaire pour remettre en jeu ce ballon. Remettre bien au centre. De la montagne, il tire également du côté gauche, Georges. Il est partout, enfin en ce qui concerne les corners. Voilà, dégagement de Colombo. Il y avait nettement plus de maillot grenat que de rouge et blanc. Et on va contre-attaquer par Kurbos, par Eric Pécou. Vous voyez, très bon sur le plan technique, qui a voulu relancer Kurbos, un peu trop en profondeur. Et les Monégasques ont pu récupérer. Bravo, qui aime bien partir de loin, qui est parfois inimitable, mais Daniel assurément ne tient pas tellement sur ses jambes ce soir. Peut-être une question de crampons et peut-être sa cheville qui le fait souffrir. Gengini, toujours dans l'axe central. Ça a heurté le torse de Brasigliano, ça repart par Zapia. Eric... maintenant, oui, pour Kurbos, mais Tori a bien flairé le coup, il est sorti, heureusement que c'est un joueur, heureusement pour Monaco, c'est un joueur qui anticipe merveilleusement bien. Il joue d'ailleurs remarquablement bien également dans le champ lorsqu'il fait des 6-6 là-bas à l'entraînement à Monaco. Et n'oublions pas que le gardien de but est un joueur de champ, même s'il a un rôle un peu particulier, et Tori vient de nous le prouver. Et oui, on l'a vu la semaine dernière dans Téléfoot. On a vu Bertrand Demann dans la surface, mais pour l'instant, c'est Brasigliano qui est dans cette surface, qui est contré
par Simon. Le ballon est pour Sonor face à 3 Monégasques un peu poussés. Alors il y en a un les Monégasques réclament une touche, Sonor un corner, c'était certains signes juste de touche. Et finalement, eh bien, le dernier mot est à Jean-Luc Ettori. Le juge de touche l'attendait sans doute la position de M. Vautreau. Il ne s'est pas trop mouillé, hein. Il a attendu avant de bouger son drapeau. C'est vrai que ça se discutait, mais enfin bon, pas vraiment important. Bijota, Leroux, bon appel de balle sur le côté droit, mais Zapia a l'œil et le bon. Il surveille aussi de la montagne. Attention, qui est maintenant en position du ballon. Gingini, le voici, Leroux, nous en parlions à l'instant. Etor est lobé, mais il n'y a personne au deuxième poteau. Et comme le ballon avait beaucoup d'effet, eh bien, il n'est pas sorti. Il me semblait qu'il était sorti dans un premier temps avant de revenir en jeu. Le juge de touche, lui, n'est pas d'accord avec moi. Il ne doit pas trop aimer le juge de touche d'ailleurs. Sonor pour Pécou, avec devant lui Berger, mais le temps qu'il le regarde, Amoros a surgi. D'une manière irrégulière, enfin c'est tout au moins l'avis de M. Vautreau. Pas le vôtre, Georges, je le vois. C'est pas le mien d'ailleurs, je suis comme vous. Je pensais pas qu'il y avait faute d'Amoros. Simon. Pour Amoros. De la montagne qui va ouvrir sur la droite avec Puel. Voilà. Puel, il peut monter, il va être attaqué maintenant par Brasiliano. Il n'y a pas grand chose. Bellone ne fait pas vraiment un appel de balle. Alors Puel va tout seul, toujours. Gingini s'il peut glisser à Bravo sur la gauche. Non, trop tard. Sonor avait flairé le coup aussi. Alors on va sur la droite. Bellone. Attention, il aime bien se remettre sur son bon pied et frapper. Il est sur son gauche là. Il a voulu talonner sur Puel qui lui n'avait pas du tout suivi. Et pensait que Bellone, comme le plus souvent, allait tenter sa chance directement. Là n'a pas été le cas. Ça a surpris tout le monde. Commentateur et l'arrière droit de Monaco. Et les 3 dernières minutes avec Metz maintenant, Insberger, contré par Simon. On va peut-être pas prendre énormément de risques dans ces 3 dernières minutes. Les équipes vont se montrer craintives. 0-0, eh bien, c'est plutôt flatteur pour l'équipe de Metz, qui n'était pas donnée du tout favorite. Alors peut-être faudra-t-il avoir recours à la prolongation. Mais attention à Pécou, diable de garçon. Mais alors là, qui a complètement manqué son tir. Pécou qui a été jusqu'ici assez précieux dans ses passes, dans ses contrôles, dans ses pivots, qui a bien lancé Kurbos tout à l'heure. Et là, l'on ressent, ils ont toute l'expérience d'Éric Pécou qui a bien joué sur ce terrain du Parc, car quand dans la finale entre Nantes et Auxerre, eh bien, il y avait eu des prolongations. Il avait marqué 3 buts, Éric. Oui, il avait marqué 3 buts contre Auxerre. Effectivement, il a bien joué le coup là ce soir, en fixant bien la défense et en n'hésitant pas à revenir au milieu de terrain. Et des Metz, Leroux a pu dégager. C'est une touche pour Monaco, sans doute. Ah ben non, j'ai un problème avec les juges de touche. C'est pour Metz. Pécou avec de la montagne. Amoros, plus que 2 minutes. Amoros, Zapia a été piégé, Bravo. Non, a tenté un petit pont devant Bernade. Pas facile. Amoros, Bellone pour l'une des dernières attaques. Ah, Bravo a tenté quelque chose de très difficile et en tout cas il est applaudi même par le public messin. Il avait réussi ce genre d'exploit technique, vous en souvenez sans doute. Vous avez encore ces images dans la tête avec l'équipe de France Junior au tournoi de Cannes contre l'Italie. Enfin, il était dans la surface de réparation, c'était peut-être un peu plus facile. Jean-Michel Larquet aussi dans la même position, mais lui il avait marqué contre Lens, toujours sur cette pelouse du Parc des Princes, pour l'une des grandes histoires d'ailleurs d'une finale. Et une belle finale entre Lens et Saint-Étienne. C'était le temps où Saint-Étienne était au plus haut. Attention à cette dernière attaque de Metz, sans doute. Non, ça ne donne pas grand-chose. Il n'y avait que Pécou au centre. Amoros, qui court aussi vite qu'à la première minute d'ailleurs. On n'a pas l'impression qu'il soit véritablement fatigué. Non, Krause est signalé hors jeu. Alors que nous jouons les 30 dernières secondes du temps réglementaire. Michel Etor attendant sans doute les prolongations. C'est ce qu'il a dit au passage à son numéro 4, Colombo, Zapia,
Gracigliano. 0-0. On a déjà eu le droit des prolongations entre Paris Saint-Germain et Saint-Etienne, mais là il y avait eu des buts de marqués. Eh bien, pour l'instant c'est un petit vendredi noir en ce qui concerne les buts. 0-0, une dernière tentative maintenant. Du temps réglementaire avec Bijota, avec les Monégasques contrés. Le ballon est toujours pour Monaco. Bijota qu'on a beaucoup vu, qui redonne dans le paquet. Attention, il y a la Crozet, il y a la Gengini. Mais tout cela est joué sur un rythme beaucoup trop lent. Et ce qui fait que monsieur Michel Vautreau indique, messieurs les joueurs, qu'il faut regagner le vestiaire. Donc, après demi-temps, après 2 fois 45 minutes de jeu dans cette 67e finale de Coupe de France, eh bien, Metz 0, Monaco 0. Cet après-midi de football et qui joue avec l'équipe des supporters de l'AS Monaco ou alors avec l'équipe des Globetrotters qui joueront d'ailleurs demain à Annecy-le-Vieux, l'équipe des Globetrotters. Alors que vous voyez maintenant, on va se mettre d'accord, une petite pièce en l'air pour savoir qui jouera à droite.